me souviens d'un des intervenants qui m'a regardé et qui m'a dit « Ah, c'est vous la féministe, on dirait pas !» Oui, je travaille avec des hommes. Et même sur le plan militant, d'ailleurs, je travaille avec des hommes. Un homme criait sur une femme en bas de chez moi et où, du coup, je me suis interposée pour qu'il arrête, en fait. La machine judiciaire a été prévue pour opprimer les femmes. Il n'y a pas de volonté politique de mettre de l'argent pour faire des enquêtes pour les violences faites aux femmes. En vrai, le podcast de Nos Engagés, merci d'être avec nous aujourd'hui. On reçoit une nouvelle invitée. Elle est bien évidemment engagée, elle est militante. Oser le féminisme, ça vous dit forcément quelque chose. Ces engagements, eh bien, c'est pour les femmes, mais pas seulement. Vous allez apprendre à la connaître grâce à nous. Bonjour Violaine de Philippis, bienvenue. Bonjour Jeanne. Alors, il y a une règle qui est très simple dans cette émission. C'est notre invité qui fait l'émission. D'accord. Et la première question que je pose, c'est on se dit tu, on se dit vous. Ça donne le là et je le prends jamais personnellement. Tu ou vous ? J'allais dire tu, non, mais c'est comme tu/vous préférez. Bah moi, ça me va très bien de te dire tu. Je viens de te présenter très brièvement. C'est toujours très compliqué de présenter une engagée, un engagé et de comprendre ses engagements, c'est le cas de le dire en 2 secondes. Comment est-ce que toi, tu te présenterais au monde aujourd'hui ou comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente naturellement ? C'est vrai que c'est compliqué puisque c'est toujours des étiquettes. En général, de manière assez professionnelle, je commence toujours par dire mon travail, donc avocate. Autrice, j'ai mis du temps à le dire. Alors peut-être syndrome de l'impostrice, parce que là, je suis en train d'écrire mon 3e livre. Mais je me souviens qu'après mon premier bouquin, on m'avait dit « Ah, vous êtes écrivaine ?» Et j'avais dit « Ah bah non, on verra si j'en écris d'autres. » Donc maintenant, j'ai pris l'habitude aussi de compléter en disant autrice et bien sûr militante féministe. Militante féministe. Tes engagements, comment est-ce qu'ils se matérialisent au quotidien ? Tu nous as parlé de tes livres, tu nous as parlé très rapidement du féminisme. Si je te dis la résistance écarlate, qu'est-ce que tu me réponds ? Au quotidien ? Je pense qu'au quotidien, ça va, en tout cas pour ma part, se traduire par des choses qu'on peut faire à notre échelle, que ce soit dans le milieu professionnel ou même dans la sphère privée. Alors bien sûr, c'est pas une injonction à être toujours parfaite, entre guillemets, sur le plan militant. Je crois que la pureté militante n'existe pas, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, typiquement, c'est si je vois une scène de violence dans la rue, je vais réagir, en tout cas, essayer de le faire de la manière la plus appropriée possible. Même si, encore une fois, même en tant que militante depuis plusieurs années, j'ai parfois l'impression de mettre trop de temps à réagir face à ce genre de situation ou ne pas savoir vraiment comment faire parfaitement. Mais en tout cas, c'est donner une réponse à une situation. Par exemple, eh bien, une femme va être agressée dans la rue. Quelqu'un, je pense notamment à une fois où un homme criait sur une femme en bas de chez moi et où du coup je me suis interposée pour qu'il arrête en fait. Alors d'ailleurs sa réponse était absolument hallucinante puisqu'il m'a répondu non mais ça va, c'est ma copine hein. Donc c'était normal. Donc il a le droit de l'agresser. Voilà. Et sinon donc c'est réagir au quotidien, voilà, je dirais. Et après sur le plan professionnel, ça va être aussi mon choix en l'occurrence de défendre que des victimes et donc de pas plaider pour des hommes accusés de VSS. Tu as dit, rappelle d'abord ce que ça veut dire VSS, hein, Pardon, violence violence sexuelle et sexiste. sexiste. C'est hyper important. Tu as dit que dans tes engagements, effectivement, il y a toute la sphère féministe. Est-ce que ça veut dire aussi que tu peux défendre des hommes dans ton travail qui n'ont pas un lien avec des violences sexuelles et sexistes ? Ou est-ce que tu te concentres que sur les femmes aujourd'hui ? Ça m'arrive de travailler avec des hommes, oui, bien sûr, parce que je dis bien sûr, c'est sûr que c'est pas une évidence en fait dans le contexte dans lequel on parle, mais parce que en fait, moi, mon activité, elle est double. C'est-à-dire que j'ai une activité de pénaliste où là, je l'ai dédiée aux femmes victimes de violences, et donc je ne défends que des femmes victimes. J'ai aussi une activité d'avocate conseil, parce que j'avais aussi une formation en droit des entreprises, que j'ai dédiée du coup aux médicaux, aux paramédicaux. Donc dans ce cas-là, je travaille avec des kinés, des infirmiers, des infirmières, des médecins sur la structuration de leur cabinet. J'ai un peu 2 journées en une. Ce qui me permet aussi d'avoir un sas par rapport au droit pénal qui est extrêmement quand même violent en termes d'accumulation de charge émotionnelle. Donc oui, je travaille avec des hommes. Et même sur le plan militant, d'ailleurs, je travaille avec des hommes. C'est-à-dire que je suis dans des associations mixtes, en tout cas pour la plupart. Et dans la mesure du possible, j'essaie de faire en sorte que le propos que je tiens... en tout cas, je parle pour moi, là, c'est pour ça, concerne aussi les hommes, puisque je pense que le féminisme, c'est un projet de société pour tout le monde, et qu'il ne s'agit pas de faire le patriarcat à l'envers. C'est quoi pour toi le féminisme aujourd'hui, justement ?
Je crois que c'est pas finalement, tu dis aujourd'hui, mais j'allais dire, je le rattache à ça finalement, à son histoire. C'est-à-dire, je crois que c'est un projet utile pour toute une société. Et je cite souvent Harriet Taylor, qui du coup était une autrice qui est plus connue pour être la compagne de John Stuart Mill, et qui disait déjà en fait que le féminisme était un projet utile pour tout le monde, y compris pour les hommes, puisque finalement, c'est ni plus ni moins que vivre détaché des stéréotypes. Et bien sûr, les femmes sont les premières victimes, mais dans une moindre mesure, les hommes, je ne pense pas que ce soit un programme très, on va dire, un super programme, que de se dire, oui, il faut que je sois fort, viril, que je gagne de l'argent, que je défende tout le monde, que je protège ma femme, un peu comme le canapé, le meuble, ma femme. Donc je pense qu'en fait, le féminisme tel que je le conçois, en tout cas, c'est ça, c'est ce féminisme qui est pour inclure tout le monde et vivre ensemble dans une société plus heureuse. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas moi j'ai cette impression, donc tu vas me dire si tu la partages, d'accord, que le féminisme est devenu un terme un peu galvaudé. Ah oui, complètement. Tu vois, on l'utilise, on le prend, on le sort, on le décrit, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est, on ne comprend pas vraiment les combats des femmes parfois qui sont à l'intérieur, et pire encore, on a l'impression qu'il y a plusieurs féminismes qui s'affrontent. Est-ce que toi tu le ressens comme ça ? Mais je crois que tu as tout à fait raison, que ce n'est pas qu'une impression. Je crois que le terme, il recouvre maintenant plein de courants différents finalement. Alors, évidemment, à mon sens, l'extrême droite et le féminisme, pour moi, c'est complètement incompatible, pour la simple et bonne raison que, en fait, quand on regarde finalement les thématiques qui sont portées par les féministes qui sont proches de l'extrême droite, on se rend compte que c'est quasi exclusivement bien des thèmes qui sont liés à la sécurité dans l'espace public, à l'immigration, et que ça va passer sous silence tous les autres thèmes qui sont les violences dans l'espace privé, celles qui se déroulaient déjà avant les vagues d'immigration. Et donc j'ai l'impression que c'est un féminisme avec des grandes guillemets qui est en fait nourri par une peur, en tout cas qui est parfois plus ou moins conscientisée, mais qui ne prend pas en compte les statistiques en fait, et le fait qu'en France, on a toujours été un pays qui a généré des violences faites aux femmes bien avant les vagues d'immigration. Il n'y a qu'à reprendre l'histoire de France avec Napoléon et le code napoléonien, que ce soit le pénal ou le civil, pour s'en rendre compte en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas se dire féministe avec l'extrême droite. À mon sens, c'est justement c'est antinomique. En revanche, au sein des féministes, il y a effectivement des dissensions, notamment autour des conflits internationaux actuels, que ce soit en Iran, Israël-Palestine, qui malheureusement génèrent finalement parfois des scissions, alors que on devrait pouvoir tout arriver à se parler et soutenir les femmes en temps de guerre, peu importe le camp. Mais alors comment est-ce que ça tu l'expliques, ces scissions en vrai, ça vient d'où ? Pourquoi est-ce que les féministes au sein même de ce groupement féministe n'arrivent pas forcément à s'entendre sur tous les sujets ? Je pense que le féminisme universaliste a mis du temps à prendre en compte de manière explicite et dans ses études les différents biais de discrimination, notamment les biais, par exemple, tout ce qui est discrimination raciste, mais je pense aussi aux situations de handicap. Donc finalement, tout ce qui est autre que, je mets des guillemets, juste la discrimination qu'on vit en tant que femme, et qui vient entrecouper, s'ajouter de ce qu'on appelle du coup le féminisme intersectionnel, et qui est tout à fait légitime à mon sens, puisque on ne peut pas se dire féministe sans prendre en compte justement les discriminations qui s'accumulent. Et je crois que ce temps de retard qu'on a pris sur ces analyses-là nourrit aujourd'hui des tensions qui font que des victimes de ces multidiscriminations sont en colère et ont raison de l'être finalement. Ça te touche parfois quand dans certains médias, on entend « mais elles étaient où les féministes pour répondre à ces questions ? Elles qui brandissent leurs seins sans t-shirt et leurs pancartes, c'est un féminisme à deux poids deux mesures ». Toi, dans ton engagement au quotidien, comment est-ce que ça peut t'impacter ? Je trouve que c'est pas nouveau finalement, parce que à l'époque, quand j'étais adolescente, en tout cas maintenant 20 ans, sur les Femen, on entendait déjà ce genre de choses finalement. Alors, peut-être c'était à la fin des années 2000, ça fait moins de 20 ans, jeune étudiante en tout cas, ces répliques qui consistaient à dire mais qu'est-ce qu'elles font les seins nus, à quoi ça sert ? Et c'est vrai qu'à l'époque, étant encore assez extérieure au mouvement féministe et aux luttes, ce genre d'argument, quand on n'a pas pris le temps d'y réfléchir, a
finalement au fait que c'est se réapproprier son corps et l'utiliser comme une arme de guerre pacifique. Quand on réfléchit pas à tout ça, on peut se dire oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même comme mode de combat. Donc je crois que déjà que c'est pas nouveau ce type de petites phrases qu'on entend. Vous étiez où et à quoi ça sert ce que vous faites? Votre combat il est inutile. Pourquoi aujourd'hui on l'entend peut-être plus? À cause des réseaux sociaux, je crois, et aussi à cause du backlash auquel on fait face, donc ce fameux retour de bâton contre les droits des femmes qui vient après une vague d'émancipation, en l'occurrence MeToo. Le backlash, c'est un concept qui a été théorisé par Suzanne Faludi dans son ouvrage du même nom en 1991. Elle a eu le prix Pulitzer pour ça. Et elle avait montré comment dans l'Amérique des années 80, il y avait eu cette remontée réactionnaire après les années 70 et leur vague d'émancipation. Donc aujourd'hui, je crois que toutes ces phrases, on les entend plus à cause justement des réseaux sociaux et du fait que du coup, il y a beaucoup de désinformation. Toi, en tant que journaliste, je ne vais pas t'apprendre que vous vérifiez les informations, vous faites un énorme travail dessus. Alors qu'à l'inverse, sur les réseaux sociaux, il y a certes des bons côtés à la liberté d'expression, bien sûr, c'est même fondamental, mais il y a aussi des problèmes de régulation sur les contenus haineux qui devraient ne pas apparaître quand c'est des appels au meurtre, etc., et qui apparaissent quand même. Donc ces phrases ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui, comment ça nous impacte au quotidien en tant que militante, en tout cas pour ma part, je pense que parfois il y a des fois, oui, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même quand on essaie d'expliquer, on donne des statistiques, par exemple pour démontrer une phrase toute faite de type on vous a pas entendu pour tel viol perpétré par un homme sous OQTF. Et qu'on démontre que si on a déjà dénoncé évidemment tous les viols, notamment les viols perpétrés par des hommes sous OQTF, que c'est extrêmement grave, que évidemment il faut des dispositifs pour les éradiquer, que c'est vrai qu'ils n'avaient rien à faire sur le territoire au moment où ils ont violé, mais que pour autant c'est pas la majorité des viols, que la plupart du temps c'est des viols perpétrés par des personnes qui ont la nationalité française, et que ça se passe souvent finalement dans un environnement clos. Donc selon les statistiques officielles ou des associations, on varie entre 66% et 90% des viols sont perpétrés par un proche, mais ça montre quand même que c'est une majorité. Même quand on explique tout ça, parfois la personne en face se bloque et dit non mais de toute façon tu racontes n'importe quoi, et là c'est en ça que c'est désespérant. Par contre ça l'est moins quand je vois que ça peut peut-être faire germer, on va dire, une petite idée, quelque chose qui va quand même remettre en question les préconçus de la personne en face, et là oui, c'est une forme de satisfaction de se dire à ma petite échelle j'ai participé à essayer de débunker une pensée toute faite, et ça c'est à la fois, je trouve, au quotidien, mais aussi pour les médias, les journaux. Je me rappelle d'une interview chez Sud Radio où quand je suis arrivée dans le studio, j'ai juste dit bonjour, je me suis pas présentée. Et quand une autre journaliste est arrivée pour me présenter, je me souviens d'un des intervenants qui m'a regardée et qui m'a dit « Ah, c'est vous la féministe, on dirait pas !» J'ai dit c'est-à-dire, on dirait pas, vous attendiez que j'arrive avec les cheveux bleus, en train de vous crier dessus parce que vous êtes un homme. Donc voilà, tous ces préconçus-là, je trouve que ça peut être aussi assez intéressant d'essayer de les détricoter, ouais. Dans ton engagement, dans tes combats au quotidien, Violaine, est-ce que tu es souvent confrontée au fait que forcément une féministe, elle est de gauche et que forcément une féministe, elle déteste les hommes? Tu vois, dans les idées vraiment qu'on peut avoir. Oui, dans les petites phrases. Ouais. Oui, il y a plein de phrases toutes faites comme ça. Qu'on déteste les hommes, oui, il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Il y a une partie des femmes qui, je crois, en tout cas, qui ont des anciennes victimes pour qui, effectivement, ça peut être ce qu'on appelle du coup la misandrie. Parfois, c'est une forme de combat revendiqué, c'est-à-dire qu'elles assument être misandres, c'est-à-dire ne plus vouloir fréquenter des hommes, eu égard notamment à ce qui leur est arrivé, enfin ce qu'ils leur ont fait. Mais c'est pas la majorité déjà du mouvement. En tout cas, c'est pas la majorité des femmes que je croise dans mes engagements. Et par ailleurs, je comprends aussi qu'une femme qui a été polytraumatisée et victime d'hommes n'ait pas spécialement envie du coup d'en refréquenter. Enfin, ça peut s'entendre. Mais du coup, cette position-là est généralisée. Et oui, effectivement, quand je dis par exemple que je suis hétéro, que j'ai une fille, que j'attends la deuxième, parfois ça surprend. Ouais. Ça surprend au sein même de ta communauté, entre guillemets? Alors, ça dépend ce que tu appelles communauté, c'est-à-dire sur les réseaux. Ouais.
Sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai déjà eu des messages qui vont dans le sens de dire « Ah, t'as une fille, c'est surprenant ». Alors, pas pour ma fille. Par contre, que je me rappelle certaines réactions, oui, de type je savais pas que t'avais un conjoint, je pensais que t'étais mère célibataire. Oui, parce que, mais parfois, du coup, même des militantes, parce que c'est vrai que, je sais pas, c'est vrai que d'ailleurs... par exemple, je parle pas trop de ma vie privée, en tout cas, j'expose pas ma famille, ouais. Pourquoi ? Pour les protéger ou pour te protéger ou pour protéger ton combat ? T'as peur qu'on ne voit plus pareil ? Si tu dis que t'es en fait hétéronormée, que t'as une vie de famille, tu penses que tu sors du lot ? En fait, justement, je pense pas, parce qu'il y a plein de femmes qui militent et qui sont hétéronormées, parce que je veux dire, je suis assez lucide avec moi-même, je pense pas être la figure de la femme complètement déconstruite, on l'est jamais tout à fait, mais en plus de ça, c'est vrai que physiquement, j'ai les stigmates d'une femme cisgenre, enfin, ce qu'on appelle cisgenre, c'est-à-dire que je corresponds aux étiquettes de genre. Là, par exemple, j'ai des talons. Bon, après, au moins, j'en suis consciente, je veux dire. Ça c'est genre porter des talons, avoir les cheveux longs, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être se conformer à ce qu'on nous a appris petite pour se sentir bien. Mais disons que j'en suis consciente. Je sais aussi que ça pourrait me libérer de moins y faire attention. D'ailleurs, j'essaie d'y faire moins attention. Parfois, on me reproche de pas y faire assez attention. Y a des commentaires de type vous pourriez vous coiffer avant d'aller à la télévision. Mais non. Si. Donc comme quoi, je les performe pas assez, les stéréotypes. Je suis pas encore assez bien coiffée. T'es pas encore assez hétéronormée. Il va falloir faire quelque chose. Mais pourquoi j'en parle pas ? En fait, déjà, je pense que alors ma fille, quand j'en parle sur les réseaux, c'est parce que on la voit pas. Donc en fait, c'est plus pour parler des stéréotypes de genre chez les enfants justement, et puis l'éducation féministe de manière générale, mais on voit jamais son visage, parce que je pense que, et là c'est une question générale, c'est est-ce qu'on considère que c'est que les enfants ont un avis à donner ou pas sur le fait de diffuser leur image. Moi je pense que ma fille si elle m'a pas demandé de la mettre, et en plus de ça elle a 7 ans, donc elle a pas l'âge de savoir si c'est bien ou pas pour elle, j'ai pas à le faire, j'ai pas à l'exposer, donc c'est pour ça. Et après mon conjoint, je pense que de toute façon, peu importe nos secteurs d'activité, en termes d'activisme ou de professionnel, les gens auront toujours quelque chose à dire sur qui on fréquente, comment on le fréquente, quels sont nos... Donc oui, le privé est politique, mais j'ai pas spécialement envie de déballer là, puis en plus quel intérêt, donc là je suis en train de travailler, alors lui il fait ça, il fait ci, oui il a fait la machine à laver, quel homme, c'est super. Bon voilà, c'est pas mais ça, c'est vrai que ça pourrait être intéressant quand même, effectivement, j'entends tout à fait, parce que j'entends qu'il y a des questionnements sur mais comment les militantes gèrent leur vie privée. Alors on y vient. Ouais, forcément, on y vient. C'est un vrai podcast, on se parle en vrai. C'est le podcast de nos engagés. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Avec Violaine de Philippis aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien ? Si on rembobine, d'où est-ce que tu viens ? On se réveille pas un jour en se disant tiens, je vais être une militante féministe. C'est quoi ton histoire, c'est vrai que ton j'ai enfance ? pas trop l'habitude de parler de mon histoire, même si j'ai déjà évoqué brièvement dans quelques interviews. Parce que tu intellectualises beaucoup ton combat. Tu écris, tu milites et tu es toujours toi dans ce mouvement qui est un mouvement de pensée. Mais toi, tu es qui ? Mais c'est vrai que d'ailleurs, je crois que réfléchir en intellectualisant, ça permet aussi de comprendre d'où on vient, qui on est, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ce sens aussi. Hein. Peut-être c'était une thérapie, le militantisme finalement. Moi, je viens du Beaujolais, tout simplement. Donc j'ai grandi à côté de Villefranche-sur-Saône, et à Villefranche-sur-Saône, c'est proche de Lyon, dans une famille tout à fait hétéronormative, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à mes 9-10 ans. Après, mes parents ont divorcé, donc j'ai été essentiellement élevée par ma mère, mais j'entretiens des très bonnes relations avec mon père. Simplement, du coup, famille divorcée, famille recomposée, comme on voit beaucoup aujourd'hui. Je crois que le tournant, par contre, féministe qui s'est vraiment opéré, c'était après l'été où je passais le barreau. Et ça, je crois que j'ai mis à peu près 15 ans, donc là, ça va faire 15 ans cette année, pour arriver à terminer finalement, en tout cas à détricoter comment j'en étais arrivée à tant de militance aussi aujourd'hui. C'est que j'ai fréquenté un jeune qui était en internat de médecine. Enfin, il avait terminé son internat, donc il était jeune médecin, mais il n'avait pas encore prêté serment, donc il faisait des remplats. Bon, bref, pas de truc technique. Et en fait, il s'est passé que j'ai été violée. Et que j'ai mis beaucoup de déni là-dedans pendant des mois, des années. Enfin, c'est-à-dire que parfois, je conscientisais, ensuite je ressortais de la conscientisation pour me dire mais non, c'est pas possible, c'est pas ça un vrai viol, etc. Et ce qui fait que quand j'ai prêté serment, parce que j'ai quand même eu mon barreau, je m'y suis accrochée quand même alors que mon corps il était en train de faire n'importe quoi, dans le syndrome, tout ce qui est hypervigilance, sursaut dans la nuit, tout ça pendant que je révisais quand même l'entrée pour l'école des avocats. Mais j'étais beaucoup soutenue par mes proches. J'ai voulu, je crois, me servir de ma casquette d'avocate justement pour lutter contre les violences faites aux femmes, principalement à cause de ça.
Et quand je dis j'ai mis 15 ans à boucler la boucle, c'est que grâce à une psy qui est super, que j'ai vue l'an dernier, j'ai eu une sortie d'amnésie traumatique. Alors ça, j'y croyais pas, je croyais pas le vivre moi-même. C'est-à-dire que j'y croyais bien sûr, c'est documenté, je savais que ça arrivait à des femmes, mais je croyais pas le vivre un jour. J'avais désespéré en fait. Je me disais, mais jamais je vais me rappeler de ce qui s'est passé la semaine entière, c'est pas possible, j'ai dû être droguée. Et ça m'est revenu l'an dernier, et du coup, le moment que j'avais oublié, entre guillemets, c'est-à-dire la façon dont il m'a retournée, etc., et la façon dont moi j'étais sidérée, comme dans plein cas d'agression ou de viol, m'a permis de boucler, je pense, ce long chapitre, parce que je crois qu'à travers il y avait une recherche en fait assez personnelle aussi à travers mon engagement, qui était de comprendre ce qui était arrivé. Et depuis, déjà, je dors mieux, c'est-à-dire que je ne me réveille plus en sursaut en pleine nuit, et ça me permet de militer autrement, je crois aussi. Et... Ça t'a tenu longtemps de ne pas dormir, etc. C'est hyper important de se rendre compte à quel point c'est déterminant dans la vie d'une femme ou d'une... Il n'y a pas que des femmes qui se font violer, il y a aussi des hommes, il y a des enfants, etc. À quel point ça transforme une vie et ça transforme l'esprit. C'est vrai que ça peut transformer les trajectoires et puis le corps aussi, parce que ça a des répercussions. Et je crois que ça, forcément, comme toute expérience traumatique, ça a une incidence sur notre parcours de vie. Il y a tellement de femmes qui l'ont vécu. Donc moi, ce que je décris, en fait, c'est ni plus ni moins que ce qu'énormément de femmes viennent me raconter aussi au cabinet ou dans les permanences associatives. Et le fait d'avoir réussi à recoller les morceaux de ma mémoire m'a permis de mieux comprendre. Et aujourd'hui, de militer avec moins de fatigue émotionnelle. Je le fais avec un petit peu plus de distance émotionnelle, ce qui me permet de mieux gérer, je crois, mon engagement, et de moins avoir des réminiscences que j'ai plus du coup depuis ça. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un virage aussi dans mon militantisme, le fait qu'il y ait des déblocages de mémoire traumatique. Je continue de militer bien sûr, mais sans avoir cette quête de réponse personnelle. J'ai l'impression d'autant plus aujourd'hui de le faire plus encore pour les autres, alors qu'avant, quand on me disait merci pour tout ce que vous faites, je disais vous savez, comme plein de femmes, ça m'est arrivé aussi, je le fais aussi finalement pour moi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir clôturer ce chapitre-là et ça fait du bien. Donc d'ailleurs, s'il y a des femmes à qui c'est arrivé et qui nous écoutent, je les invite vraiment à consulter une ou un psy spécialisé en troubles de stress post-traumatique et en mémoire traumatique. Par exemple, ma psy, en fait, avant, elle traitait les militaires qui rentraient de guerre et qui avaient des troubles de stress post-traumatique. C'est le MDR ? C'est l'espèce de thérapie avec les mouvements. Alors ça peut être de l'EMDR, mais c'est aussi simplement être suivi en consultation régulièrement. Moi, je sais que c'est les consultations en fait qui régulièrement m'ont permis ensuite de remonter, et c'est revenu comme si je l'avais toujours su. Parce qu'en fait, c'est arrivé une nuit, donc... Mais c'était ton petit copain de l'époque, ouais, c'est ça le pire. Ouais, je commençais à sortir avec lui. Enfin, c'était vraiment le tout début. Ouais. Mais comme ça arrive à beaucoup de jeunes femmes, c'est ça qui m'a vraiment aussi perturbée quand j'ai découvert avec le militantisme aussi qu'il y avait tellement de femmes qui me décrivaient la même scène que ce que j'avais vécu. Et oui, on commençait à se fréquenter, et du coup, j'avais dit non, je veux pas coucher le premier soir. Alors, comme on dit, c'est peut-être aussi stéréotypé de dire ça, hein. C'est que moi, on m'avait appris que si on voulait sortir avec un garçon de manière régulière, il fallait pas qu'il nous prenne pour une fille facile. Donc voilà, et puis il m'avait dit ok. Et ensuite, je pensais m'être endormie ou avoir été droguée, parce que trou noir. Et trou noir jusqu'au moment où je le pousse pour qu'il arrête et qu'il me dise tu dois me prendre pour un monstre. Et il dit tu dois me prendre pour un monstre. Oui. Donc ça veut dire qu'il intellectualise même ce qu'il était en train de faire. Il se rend compte en fait, je pense. Qu'il y a un truc off. Comment ? Qu'il y a un truc off, qu'il y a un truc qui va pas. Mais il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas quand je le pousse pour qu'il arrête, puisqu'il me dit tu dois me prendre pour un monstre, et puis il arrête tout de suite. Et du coup, c'est vrai que moi cette séquence, je me suis beaucoup demandé, il s'est passé quoi entre les deux ? Et lui, il a jamais voulu me le dire, bien sûr, parce qu'il disait qu'il s'en souvenait plus, c'est facile. Parce qu'après, du coup, comme j'étais dans le déni, j'ai encore fréquenté pendant environ un mois, jusqu'à ce que mon corps me dise stop, parce que j'y arrivais plus, quoi. Alors ça, c'est fréquent aussi, hein. Oui, le déni complètement. Et parfois, ça dure plus d'un mois. Et de rester avec cet homme qui violente et qui viole. Oui, complètement. Il y a des femmes qui ensuite construisent une relation avec des hommes qui ont pu avoir ce type de comportement et qui, en fait, c'est comme si ça... Alors, je mets bien des guillemets, mais dans certaines trajectoires, le fait de rester avec l'homme qui a violé, ça peut réparer superficiellement dans leur conception le fait qu'en fait c'est pas un vrai viol, sinon il serait pas resté avec elle, etc. D'ailleurs c'est aussi pour ça que moi je pense avec le recul rester avec lui quelque temps et
et avoir pu avoir des échanges avec lui après même. Parce que c'est comme si finalement la relation après mettait un espèce de pansement. De toute façon, c'est toute la problématique du viol conjugal. Et le fait de m'être souvenu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant, m'est revenu, en fait, la conversation qu'on a eue après que j'ai dit non, qui étaient des banalités tout à fait des banalités, quoi, on parlait. Et ensuite, je me suis souvenu qu'il m'a retourné, en fait, du coup, comme il me tenait dans ses bras avant qu'on s'endorme, je me suis souvenu qu'il m'avait retourné sur le dos, mais que je disais rien. Parce que tu étais sidérée. Parce que j'étais sidérée. Et d'ailleurs, je me demande encore aujourd'hui, alors ça, j'ai pas la réponse, mais j'ai eu vraiment très très mal au niveau du dos ici, justement, pendant des années. Et ça a assez disparu. Enfin, j'ai plus mal au dos en haut. Alors, ça peut être peut-être que j'avais somatisé, mais enfin, ça, sans rentrer dans ça, parce qu'on saura pas vraiment si c'était lié à ça. Je me suis souvenu de ça. Je me suis souvenu que du coup, à ce moment-là où il me retourne, alors que j'avais dit non avant, mais là, je ne dis plus rien. Et je me suis souvenu du coup que ça commençait comme ça et que du coup après je le pousse pour qu'il arrête, mais c'est trop tard du coup quand je le pousse. Et avec ce recul là aussi ça m'a permis de comprendre que, et je l'excuse pas du tout parce que pour moi encore je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un viol, enfin c'est un vrai viol, et je le dis aussi pour les femmes qui se diraient ah mais j'ai vécu quelque chose de similaire, c'est pas forcément un viol parce que c'est pas dans la rue au coin la nuit, etc. C'est qu'en fait le corps parfois dans la plupart des cas va réagir après ça parce que c'est un traumatisme. C'est-à-dire que le psychotrauma, il va exister même si nous, on ne veut pas le conscientiser. La mémoire du corps. Hein. Voilà. Et donc, parfois, on se dit, ah là, je deviens folle, alors qu'en fait, non, c'est le corps réagit, lui, à ce que le cerveau ne veut pas encore matérialiser. Donc, pour la victime, évidemment, c'est un viol, mais je crois que, et encore une fois, je n'excuse pas, mais dans son esprit, c'est ça qui est terrible, c'est que je crois qu'il a mis énormément de temps, quand il a dit, tu dois me prendre pour un monstre, c'est comme si, énormément de temps, c'est comme si à ce moment-là, il comprenait ce qu'il avait fait, finalement. Cette phrase. Et je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu au téléphone il y a 1 an, quand j'ai justement repris la thérapie, il n'a pas nié les faits et il avait l'air assez ouvert à une discussion dans ce qu'on appelle le cadre de la justice restaurative, qui, je le précise, peut intervenir même sans condamnation. Qui n'est pas toujours adapté du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... faut que ce soit fait avec des personnes qualifiées, c'est pas du tout homogène sur le territoire français, voilà. Bon, et j'ai senti qu'il était plutôt partant peut-être pour entamer un dialogue justement sur ça, et malheureusement ses avocats lui ont déconseillé et m'ont menacé en diffamation. Alors j'allais y venir. Plusieurs éléments dans tes moteurs et dans ton engagement, ton histoire bien sûr. Il y a la notion de justice. T'es pas devenue avocate pour rien, Violaine non plus. Alors ça, j'avais décidé de devenir avocate avant. Ouais. Mais aujourd'hui, tu t'occupes tellement de toutes ces femmes, etc. La notion de justice et le fait aussi que tu n'es pas complètement coupée avec cet homme pour quelque part, toi aussi, pouvoir te préserver, pouvoir aussi te réparer. C'est quoi qui vient à ce moment-là ? Tu veux dire que j'ai pas coupé avec lui après ce qui s'est passé ? Oui. Et puis tu aurais pu décider de ne plus jamais lui parler. Là, tu parlais de la justice restaurative. Ah bah après, je lui avais pas parlé depuis des années, quoi. Je l'ai rappelé comme ça pour lui proposer ça. J'avais pas dû entendre le son de sa voix depuis 10 ans. Enfin, j'ai eu toute une période de ma vie où j'avais coupé, ouais. Donc j'ai pas coupé tout de suite après ce qui s'est passé, mais ensuite j'ai coupé, même si je pense que j'avais dû avoir quelques échanges auxquels il n'avait pas répondu pour tenter de comprendre justement. Mais jusque-là, j'avais pas réentendu son savoir. Ouais. Donc, Et qu'est-ce qui se passe quand tu l'as au téléphone plusieurs années après ? Alors, automatiquement, je le vouvoie. C'est très étrange. Je me suis surprise moi-même à le vouvoyer, alors que je pensais que j'allais le tutoyer. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, je le connais plus. D'ailleurs, des fois, je me dis, est-ce que je l'ai vraiment connu ? Parce que c'est pas... Parce qu'on nous met dans le crâne que le coup de foudre et toutes ces conneries-là, et qu'on reste 1 mois avec quelqu'un, qu'on le connaît finalement. C'est parfois, tu restes 30 ans avec quelqu'un et tu le connais jamais vraiment. Hein. Exactement. Donc, en tout cas, je l'ai vouvoyé et j'avais une forme de distance avec lui et ça m'a fait... En fait, je pensais qu'il allait me raccrocher au nez. Il l'a pas fait et pouvoir lui dire que j'avais des questions et que je voulais savoir ce qui... Parce qu'à ce moment-là, quand je l'appelle, j'ai pas encore la mémoire traumatique qui est revenue en entier. Personnellement, et encore une fois, je le recommande pas à toutes, hein, mais pour moi, ça m'a fait du bien dans mon chemin et ça m'a permis d'avancer, ouais. Mais par contre... je pense qu'on peut pas se mettre dans la tête que l'enquête pénale et la procédure est inutile tout le temps pour tout le monde. Parce que je pense que le droit tel qu'il est fait aujourd'hui, bien sûr, on voit bien avec les taux de classement sans suite
qu'on a besoin de moyens et que ça fonctionne pas. En revanche, je suis pas en train de dire qu'il faut pas déposer plainte et qu'il faut essayer de régler ça par soi-même. Je pense que c'est vraiment en fonction du vécu de chacune et des attentes aussi, du contexte, des traumatismes. Enfin, c'est vraiment pas... Je suis pas en train de dire que mon cas est à généraliser et Bien que sûr. ça va s'auto-soigner 15 ans plus tard. Enfin, vous voyez, c'est pas... Voilà. Bon, on en vient à la justice. Oui. Mais la justice avec la loi française. Est-ce que tu crois qu'il y a des failles? Est-ce que tu crois que l'État a failli? Est-ce que tu crois qu'en tant que société, il faut vraiment qu'on se remette en question par rapport aux femmes et à ce qu'elles subissent aussi? Mais pas que les femmes. Il y a la question, tu sais, des enfants, il y a la question, on en a beaucoup parlé dernièrement. C'est quoi qui cloche? Ça, c'est un parfait pont, je trouve, parce que comme je disais, avec les taux de classement sans suite, non, on peut pas dire que la justice, elle fonctionne. C'est-à-dire que, alors, déjà, il faut quand même rappeler que la justice, elle a été façonnée et pensée pour valider les agressions faites aux femmes. Donc, de toute manière, le viol conjugal, la première fois qu'il a été reconnu, c'est 1990. Jusqu'en 1975, on avait un texte de loi dans notre code pénal qui, en cas d'adultère au domicile conjugal, c'est-à-dire que si l'homme rentrait et surprenait son épouse en train de le tromper avec quelqu'un, eh ben, cet article prévoyait qu'il pouvait être excusé du meurtre des deux. Voilà. L'inverse, c'était pas vrai. Hein. Donc, tu pouvais pas tuer toi... ton mari si tu le chopais dans le lit avec quelqu'un. Exactement. Ce que je veux dire par là, ces deux exemples, il y en aurait plein d'autres, c'est que notre droit à la base, la machine judiciaire a été prévue pour opprimer les femmes. Et que c'est beaucoup d'hommes, enfin la plupart du coup, ont grandi avec cette idée que le corps des femmes était, le corps et puis la vie des femmes était à leur disposition. Donc si la machine judiciaire aujourd'hui a tant de mal à faire appliquer les lois qu'on a fait voter, enfin je dis on, mais du coup que les militantes féministes des années... en fait, du XXe siècle, ont fait voter, c'est parce que ces lois qui détricotent tout ce qui a été fait, on enclenche juste un démarrage de machine arrière. Et on se sert de la même machine judiciaire pour combattre ce qu'elle avait initialement légitimé. Donc, c'est presque schizophrène. Hein. Oui, complètement. Bah oui, parce que du coup, le système judiciaire qui était patriarcal, sexiste et qui autorisait d'agresser, de violer, etc. les femmes, maintenant dit non, c'est pas bien, on va enquêter, on va poursuivre, effectivement, et on va condamner. Mais ce qui se passe aujourd'hui, donc, c'est qu'en fait, alors, à quel niveau c'est conscientisé par nos dirigeants, ça je sais pas, je suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, ce qu'on constate au-delà du psychologique, qu'on ne peut pas constater, voilà, c'est que matériellement, il n'y a pas l'argent. Donc, il n'y a pas de volonté politique de mettre de l'argent pour faire les enquêtes pour les violences faites aux femmes. Et tant qu'on ne met pas l'argent pour que la justice fonctionne, c'est-à-dire que quand une femme dépose plainte, si on ne peut pas lui garantir qu'il y a une enquête qui s'ouvre, en fait, elle peut déposer plainte, ça ne sert à rien. Donc, on voit que là, il y a un blocage, il y a un manque de volonté politique, il y a une absence de volonté de mettre de l'argent pour dire maintenant, on va enquêter. Quand une femme parle, on va enquêter. Ce n'est pas le cas en Espagne. En Espagne, eux, ont mis l'argent. Avec donc, les téléphones grave danger, etc. Mais pas que, ils ont fait beaucoup de trucs. Mais en Espagne, quand tu déposes plainte, t'es sûr qu'il y a une enquête qui va être déclenchée. Alors qu'en France, c'est toujours pas le cas. Donc on voit bien que oui, vous avez l'égalité dans le texte, mais on n'est quand même pas très d'accord pour que ça devienne une réalité effective. Sur ces questions, est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'opter pour une gouvernance plus européenne, justement, pour qu'il y ait quelque chose de plus lisse, de plus compact, de plus homogène, et prendre le mieux chez nos voisins, tu vois, qui arrivent à résoudre quand même plus de problématiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de viols en Espagne, néanmoins. Ça, non. Je te remercie pour cette question parce que ça me permet de parler de la clause de l'européenne la plus favorisée, qui est un projet qui était porté par Gisèle Halimi, donc avocate féministe bien sûr, qui consistait à demander à l'Union européenne, pour les législations de chaque État, en matière de droits des femmes, de retenir la clause qui était la plus favorable aux femmes. Donc, par exemple, de retenir le délai d'avortement le plus favorable dans l'Europe pour toutes les femmes de l'Union européenne. Et là, on parlait de l'Espagne et des enquêtes. Si ça s'était appliqué comme principe, ça voudrait dire que tout le monde devrait s'aligner sur l'Espagne, qui ouvre des enquêtes systématiquement quand une femme dépose plainte. Bon, ce projet, il est toujours porté actuellement par l'association Choisir la cause des femmes, qui est présidée par Violaine Lucas, qui est une professeure et qui travaillait à l'époque avec Gisèle Halimi. Néanmoins, au niveau de l'Union européenne, à ce stade, c'est pas du tout à l'ordre du jour.
Mais elles font un excellent travail, vraiment hyper documenté. Elles ont mis à jour justement un livre qui répertorie dans chaque pays, pour chaque droit, quel est le pays qui a la meilleure législation. Et elles expliquent justement que ça devrait être appliqué dans tous les autres États. Donc oui, une uniformisation au niveau européen, l'Union européenne serait souhaitable. Maintenant, on voit bien à quel point c'est compliqué, surtout dans un contexte géopolitique où l'Union européenne, elle est quand même fortement critiquée, notamment par l'extrême droite. Et ça ne va pas s'arranger. Comment est-ce que quand on traverse tout ce que tu as traversé, personnellement, dans ton militantisme, dans ton engagement, dans tes combats, avec les femmes que tu rencontres au quotidien, avec le fait d'être une avocate pénaliste pour toutes ces questions, on imagine la gravité des dossiers, des preuves et de ce que tu as en face des yeux tous les jours. Comment est-ce qu'on arrive encore à faire confiance ? Je vois que tu es une maman. Confiance en la justice ou confiance en... Tu sais, confiance en tout, confiance aux hommes. En général, déjà, comment tu as réussi à faire confiance, tu vois, à partager ta vie avec quelqu'un, à avoir un enfant, un futur enfant, bientôt, tu vois, à continuer à construire, à faire confiance à la société, à faire confiance à l'autre en soi. Je pense que, en tout cas pour ma part, il y a peut-être justement une partie d'optimisme presque irrationnel, c'est sûr. C'est-à-dire que logiquement, si je regarde rationnellement les choses, comme je disais plus tôt, je comprends aussi les femmes qui ont décidé finalement... de se couper de tout ça. Bah voilà. Mais oui, je pense que je suis quand même portée par l'idée qu'une société où tout le monde pourrait vivre égal et égaux sans violence est possible et que ça commence par l'éducation des enfants. Je crois beaucoup au pouvoir de l'école publique via notamment les séances d'éducation à la vie relationnelle et affective qui sont toujours pas tenues correctement dans les établissements alors que le gouvernement avait dit que cette année ils allaient les faire tenir. Mais j'ai l'impression que quand on parle aux jeunes, ce que je fais aussi dans des interventions adaptées bien sûr selon les classes, ça intéresse autant les filles que les garçons et que c'est une société égalitaire qu'on pourrait bâtir en partant de là. Mais on en est aussi tellement loin, vu que ces séances sont pas tenues, et quand bien même elles seraient tenues, c'est que 3 par an. Je suis pas sûre que ça suffirait. Donc oui, en fait, je crois que c'est un peu une forme d'utopie, de survie. Je sais pas si c'est de la survie ou de la naïveté, tu vois. Peut-être les deux. Peut-être les deux. C'est pas mal, hein, en réalité. Hein. Oui, ça permet d'avoir une bulle d'oxygène. Sinon, non, mais c'est aussi parce que je crois aussi que se battre pour l'égalité femmes-hommes, c'est se battre pour cette société meilleure. Et si je partais de l'idée que c'est inatteignable et qu'on n'y arrivera jamais, à ce moment-là, autant arrêter de militer tout de suite. Ouais, l'engagement ne tient plus à ce moment-là. Oui. Je pense que c'est la finalité de l'engagement féministe, c'est quand même de penser que c'est possible. Maintenant, c'est peut-être pas possible à l'échelle d'une vie humaine. Ouais. Et ça, d'ailleurs, mon conjoint me le dit parfois en rigolant, en rigolant à moitié. Il dit, tu te rends compte quand même que toute l'énergie que tu mets à l'échelle individuelle, tout ce que ça t'apporte comme contrariété, comme désagrément, même sur aussi parfois ma santé, parfois. Et je lui dis, oui, mais bon, en même temps, si on raisonne tous comme ça, on arrête. Donc... parce que lui était très engagé, tout ce qui était liberté fondamentale, droit de l'environnement, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, il a levé le pied parce qu'il se sentait épuisé d'agir contre un système. Et ce à quoi je réponds, mais oui, mais parce que toi, en fait, tu peux arrêter. C'est-à-dire qu'il n'est pas victime de discrimination. C'est un homme blanc... CSP+, il a pas... c'est pas dans sa chair, en fait, les discriminations contre lesquelles il se battait. C'est moins viscéral que toi. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose de viscéral, ouais. Chez les militantes féministes, en tout cas. Qui fait que c'est ancré en nous, finalement, et que donc, ça devient un moteur. Et c'est aussi pour ça que je disais que, dans une certaine mesure, les 15 premières années de mon militantisme ont quand même été grandement déclenchées par une volonté de survie, mais qui est très attachée viscéralement... à moi, donc c'était à la base je crois que c'était peut-être égoïste d'ailleurs, voilà. Enfin je veux dire le fait de se dire comment je survis, il faut que je fasse des choses pour que ça arrive que ça n'arrive moins à d'autres femmes. Et ça finalement c'est déclenché par quelque chose d'égoïste qui est de vouloir vivre. Enfin, égoïste, t'aurais pu partir à Acapulco et mettre tout de côté, t'as décidé de militer, bon. Oui, mais est-ce que ça aurait marché ? Hein. Ça dépend, c'est qu'en fait, dans mon cas, j'ai l'impression que ce qui allait me sauver, entre guillemets, c'était de militer. Et encore une fois, après, maintenant, cette seconde phase qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps, finalement, de militer sans ce besoin de survie personnelle est très nouveau pour moi et beaucoup plus
reposant, apaisé, parce que j'ai pas l'impression que si j'arrive pas tout de suite à faire changer les choses, je vais mourir. Donc c'est différent. Je caricature, hein, t'as bien compris. Oui, mais je ressens effectivement, les mots ont un poids et un sens. On ressent ton engagement et on ressent la viscéralité de l'engagement à ce moment-là. Et ça veut pas dire que ton engagement sera moins important, au contraire. Peut-être que les victoires, elles seront peut-être plus atteignables parce que moins bloquées par l'affect. Oui, c'est peut-être ça aussi une des clés. La distanciation, et d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est aussi important en tant qu'avocate d'arriver à prendre une forme de distanciation par rapport à ce qu'on plaide. Bon, alors moi, j'y arrive pas trop, avant encore moins, mais même maintenant. C'est-à-dire que, voilà, quand on devient avocat ou avocate à l'école, à l'époque, on nous apprend donc la déontologie, etc. Et il y a aussi le principe, un des principes, c'est quand même de ne pas s'identifier à la cliente, en l'occurrence, qu'on défend. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'être dans une forme d'empathie réelle. Et quand je plaide, là, je plaidais un féminicide, c'était il y a quelques mois, mais ça m'a profondément marqué. Et c'est une jeune femme qui est décédée parce qu'elle a donc été tuée par son conjoint de l'époque. Comment ne pas vivre, en fait, alors que justement, essayer de vivre finalement cet instant-là pour elle, c'est-à-dire de porter sa voix, ses mots. J'arrive pas personnellement à me détacher l'avocate d'un côté, la femme de l'autre. C'est pour moi mes engagements, ils seront toujours hyper imbriqués, même si effectivement aujourd'hui je le vis de manière plus apaisée. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond complètement à ma question et je trouve ça fondamental et hyper passionnant pour apprendre à mieux te connaître et à mieux connaître ce combat. Tu vois, parfois, même en tant que femme, on a du mal à s'identifier à certains combats. Mais je crois que quand on n'est pas passé par ces tumultes et ces horreurs, c'est toujours plus... Je dirais pas que c'est plus compliqué de s'identifier, mais c'est moins palpable. Je pense que t'as raison, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience immédiate quand tu le vis, ou quand quelqu'un de proche de toi le vit. Et chez les hommes aussi. Ça me rappelle un homme, donc du coup, avec qui j'en discutais récemment, il y a peut-être quelques semaines. Il est donc directeur général d'une grosse entreprise et il était intéressé pour aider des associations. Et on discutait de comment il en était arrivé là, finalement, à vouloir aider des associations féministes. Et on parle avec lui, avec une consoeur, Isabelle Steyer en l'occurrence, mais dans un cadre associatif, donc pas du tout confidentiel. C'est pour ça que je l'évoque. C'est vraiment dans le cadre bénévole. On parlait de sa volonté de s'engager pour les droits des femmes. Et il nous dit, écoutez, en fait, il y a une de mes employées qui a été victime d'un viol par un de ses collègues. Et pour moi, ça a été une prise de conscience parce que je pensais vraiment pas que lui pouvait faire ça, etc. Et donc là, il nous dit, alors que donc il parle à Isabelle et moi, Isabelle a 30 ans de barre, elle est pénaliste, elle est brillante, je veux dire, elle connaît ce sujet par cœur, et il lui dit, donc elle a déposé plainte, et là, vous savez ce qui s'est passé ? Là, je me rappelle, Isabelle me regarde en mode, bah oui, c'est ce qui s'est passé, mais bon. Il le disait ni méchamment, ni de manière condescendante, mais vraiment, il venait de réaliser. Il me dit, après, ils ont mis des mois avant de nous rappeler. Vous vous rendez compte ? Des mois. Et ils ont failli louper le délai pour faire les prélèvements pour la drogue, pour les cheveux. Et on voyait cet homme qui vraiment tombait des nues. Et en fait, j'ai pensé, mais comment peut-on vraiment lui en vouloir d'avoir mis tout ce temps, puisqu'il n'a pas été confronté à la situation. Et comme il y a beaucoup de désinformations qui circulaient, peut-être qu'il avait cru ce qu'il entendait sur certaines chaînes, ou lu sur certains réseaux sociaux. Et là, il prenait vraiment conscience que, oui, en fait, les viols, les agressions faites aux femmes, ça pouvait avoir lieu dans le cadre de l'entreprise, dans la sphère privée, que c'était quand même la plupart des cas, et que oui, quand on déposait plainte, en France, il n'y avait pas d'obligation d'ouvrir une enquête rapidement. Et c'était son déclic. Et donc, il voulait voir comment il pouvait faire pour aider. C'est aussi pour ça que je reste optimiste. Parce que je me dis qu'il peut y avoir ce genre de transition, entre guillemets, en tout cas d'évolution, quand les personnes s'intéressent vraiment au sujet. Il y a un mouvement qui est en train de grimper. Et c'est la dernière partie que j'aimerais évoquer avec toi aujourd'hui. Parce qu'on a évoqué les réseaux sociaux. Il y a le féminisme. Et il y a le masculinisme. Oui, qui n'est pas l'inverse du féminisme. Qui n'est pas l'inverse, qui est une vraie nouveauté, avec des académies qui sont en train de se monter, notamment au sein du monde entier. C'est une réalité. Il y a eu plus d'enquêtes que prévu, et des enquêtes qui ont révélé des choses absolument atroces, sur l'académie du viol.
On t'explique notamment comment bien endormir ta femme pour pouvoir la faire violer par des inconnus, etc. Tu as d'autres mouvements de jeunes hommes, parfois très jeunes, qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et qui sont extrêmement suivis avec comment être un super homme viril, etc. et maltraiter sa nana parce qu'il ne manquerait plus qu'elle puisse l'ouvrir un petit peu et que ce soit compliqué. Ça, c'est un nouveau combat à mener, ça, c'est une nouvelle bataille. Et est-ce que cette bataille, c'est pas justement l'une des plus grandes qui nous attend ? Le masculinisme est souvent dans la tête, on va dire, de l'opinion, perçu comme l'inverse du féminisme pour les personnes qui n'ont pas pris le temps ou qui n'ont pas pu se renseigner. Et donc, ce que je remarque en conférence ou en différents types finalement de rencontres, soit les tables rondes, les festivals du livre, etc., c'est que, mine de rien, rappeler que le masculinisme, c'est la domination des femmes et la haine des femmes, alors que le féminisme, c'est un projet pour tout le monde, y a des personnes, en fait, qui ne le savent pas, et du coup, ça m'inquiète sur la désinformation. Mais ensuite, sur la façon dont ça se répand, je crois que le problème, c'est la lutte aussi contre la haine en ligne de manière générale, puisque les masculinistes, maintenant on les appelle comme ça, mais ils ont quand même toujours existé. Il y a déjà eu des cas de tuerie de femmes dans l'histoire avant les années 2020. Donc finalement, aujourd'hui, ils se servent de la puissance des réseaux sociaux pour s'organiser. Alors, soit un petit groupe, soit un plus gros groupe. Je pense notamment à des groupes qui diffusent des contenus de la haine haineux, mais qui se disent pas, on va tuer telle femme demain. Bien sûr, c'est plus implicite que ça, mais néanmoins, ça pullule. Et par exemple, il y a le cas de Cédric Prison, qui est donc un policier qui a avoué aux policiers espagnols ou portugais, je ne sais plus, avoir... il a avoué aux Espagnols et ça s'est passé au Portugal, voilà. En fait. Tu sais, ses 2 ex-compagnes. Exactement. Qu'il a tuées. Lui, il était dans des groupes haineux, c'est-à-dire qu'il diffusait du contenu haineux sur les femmes et la justice, d'ailleurs, puisqu'il s'en prenait aussi à l'institution judiciaire. Et dans une certaine mesure, alors après je suis pas psy, mais on peut penser que ça l'a quand même influencé, conforté dans son projet, enfin en tout cas ce serait intéressant de le savoir, voilà ce que dira l'expertise psy sur ce point. Il y a des hommes qui du coup passent à l'acte, qui sont membres de réseaux masculinistes, qui se revendiquent pas forcément masculinistes d'ailleurs, c'est-à-dire que dans les masculinistes, tous les hommes qui en font partie ne vont pas dire « je suis masculiniste ». Il y a aussi des hommes qui sont dans ce type de groupe, mais qui vont pas forcément mettre le mot dessus pour plein de raisons. Et puis, il y a plein de tendances. Et donc, il y en a qui passent à l'acte, et on a aussi qui passent pas nécessairement à l'acte. Heureusement, pour l'instant, c'est la grande majorité. Mais est-ce que c'est des bombes à retardement, ça ? Je pense que c'est des bombes à retardement et que malheureusement, le parquet de lutte contre le terrorisme n'a pas forcément pris encore la mesure de la chose. Puisque là, en l'occurrence, dans l'affaire Cédric Prison, le parquet de lutte antiterroriste a refusé de se saisir de l'affaire. Il y a eu un communiqué de presse du parquet là-dessus, je crois, de mémoire. Et alors qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même des propos haineux contre les femmes, que c'est de manière répétée, que c'est sur des réseaux publics, et qu'il y avait aussi des appels à s'en prendre de manière collective. Cédric Prison, il y avait quand même une vidéo qui tournait où il disait que si ça continuait, il allait faire quelque chose à l'échelle nationale. Enfin bon, après, on peut dire oui, mais il n'allait pas faire un attentat, etc. On ne sait pas. On ne sait pas, en fait. Donc on n'est pas encore à la page de la lutte judiciaire contre justement ces réseaux-là. En revanche, ça me permet aussi quand même de saluer le travail qui est fait par un autre parquet spécialisé, qui est le parquet spécialisé contre la haine en ligne. Donc parquet de lutte contre la haine en ligne, je n'y arrive plus, on va y arriver. Ce parquet-là a une équipe qui va s'occuper des cas en fait de cyberharcèlement massif. Et on a notamment obtenu la condamnation de 9 des cyberharceleurs de Tiffany dans ce cadre-là, suite à une enquête de ce parquet-là qui faisait plus de 1000 pages. Bon, pour 9, évidemment, il y en aurait eu encore plus, mais ils font avec les moyens qu'ils ont. Mais donc, quand la justice décide de faire des enquêtes, on voit que ça peut fonctionner. Donc, encore une fois, moi, je dirais il faut plus de budget pour la justice. En fait, très concrètement, c'est simple, c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'il faudrait une loi ou un décret qui vienne dire en fait, quand une femme, en tout cas, comme on ne peut pas genrer la loi en France, quand une plainte est déposée, une enquête doit s'ouvrir systématiquement dans un délai correct et contenir un minimum d'actes d'investigation, sauf cas exceptionnels. Voilà, faut voir comment on formule ça. Et
le parallèle de ça, eh bien, c'est dans la loi de finances d'avoir un budget alloué à cela. Exactement. Et ça, c'est toute la question de où on prend l'argent. Et bon, tu connais cette problématique de l'argent. Exactement. Mais c'est sur un budget annuel, c'est pas non plus, en termes de pourcentage, c'est pas non plus dingue. La Fondation des femmes l'avait estimé et c'était pas. Alors effectivement, le chiffre, on se dit oh là là, c'est énorme, 2 et quelques milliards. Mais en termes de pourcentage du budget de l'État, je crois que c'était moins de 5%. Je me demande même si c'était pas moins de. C'était très peu en réalité. Il fallait le mettre aussi en perspective avec la santé et ce que ça coûte, en fait, de devoir soutenir des personnes qui ont été victimes. Parce que c'est aussi catastrophique. Dans quelques jours, quelques semaines ou peut-être quelques mois, on ne sait pas encore, il y aura une personne qui sera à ta place. Je ne peux pas te dire de qui il s'agit. Mais quelle est la question que tu aimerais lui poser et par ailleurs que tu aurais aimé que je te pose peut-être ? Ça dépend du secteur d'activité de la personne. Je ne peux pas te dire. Politique, non, large. Très large. Une question au choix, une personne, peu importe son secteur. Donc engagé, j'imagine, vu le thème, eh bien, quel est son moteur d'engagement ? Ou tu voulais dire par rapport à la justice précisément et au budget ? Je trouve ça très bien. Hein. Quel est ton moteur d'engagement ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives que vous, parce qu'en l'occurrence je ne connais pas cette personne, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à maintenir un tel niveau d'engagement en dépit finalement de toute rationalité physique ? Parce que c'est vrai que c'est épuisant. Et toi, en un mot, tu dirais quoi pour toi en ce qui te concerne ? Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est plutôt le fait d'être porté par un idéal peut-être utopique et peut-être naïf, de vouloir arriver à bâtir ensemble et donc à participer à ma petite échelle à ce changement de société qui, je crois, est nécessaire pour tout le monde et pas que pour les femmes. C'est top. Merci beaucoup, Violaine. Merci à toi. Merci de nous avoir fait confiance pour En vrai le podcast, de nous engager. Vous pouvez liker, partager, commenter, nous donner votre avis, être d'accord, être en désaccord, mais toujours débattre intelligemment. C'est aussi la clé. C'est ce qui fait qu'on fait corps, qu'on fait société, qu'on avance ensemble. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et vraiment, je te remercie infiniment. Violaine De Filippis Abad. Et j'en profite pour conseiller ton livre, La Résistance écarlate, que moi, personnellement, j'ai dévoré. Merci. Et je pense que j'ai adoré ce livre et je pense que c'est une vraie confrontation avec la réalité. Ça nous permet de comprendre bien des choses. Merci Violaine. Merci encore à toi.